Donc, vous commencez par vous présenter notre intervenant du jour, donc Monsieur Van der Getten, qui est un ancien avocat du barreau de Bruxelles et du Brabant wallon, spécialisé en droit public et administratif. Il est maintenant responsable juridique au Centre de cybersécurité Belgique, donc pour la gestion de tout ce qui est questions légales et conformité, donc compliance, etc. Il est devenu spécialiste en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d'information et plus de cybercriminalité. Il est au sein du centre, donc délégué à la protection des données à caractère personnel. Et il traite les questions liées au traitement de données à caractère personnel du centre. Il est chef du projet pour la mise en œuvre de la directive européenne NIS, qui est la... Rappelez-moi ce que c'est NIS, Monsieur Van der Getten. Donc, c'est la directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information et entre autres ceux qui touchent à tous les services essentiels. Donc, on parle de systèmes et de réseaux qui sont d'intérêt public C'est ça. par exemple pour le transport, pour l'énergie, l'électricité, etc. Ok. Et donc aujourd'hui, ben, nous sommes tous confrontés aux règles de télétravail, etc. Donc plus que jamais, nous utilisons les réseaux et les systèmes informatiques. Et donc il nous semblait opportun de faire aujourd'hui donc une présentation sur la cybersécurité. Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui chaque année en Belgique sont victimes d'attaques et de hackers. Donc il nous paraissait intéressant pour nous de présenter un peu les différents aspects de cette sécurité informatique. Donc, je laisse la parole à M. Van der Getten. Vous avez la possibilité par le chat de poser vos questions. Nous reviendrons sur les questions à la fin de la réunion. Monsieur Van der Getten, je vous laisse la parole. Super, merci beaucoup. Merci déjà aux différents participants. Alors, ce que je propose, c'est de couper ici ma caméra pour laisser un maximum de bande passante ici sur la présentation et de prendre les questions après du chat et des personnes directement à la fin de la présentation. Donc, gardez-les bien au chaud et on y répondra par la suite. Et peut-être que déjà, une partie de la présentation, de l'exposé, permettra déjà de répondre à certaines de vos questions. Alors, je vais directement couper ici, comme ça c'est plus facile pour moi. Alors donc le sujet forcément aujourd'hui, ben, il est d'actualité, hein, à la fois avec la situation de confinement et Covid et également avec l'augmentation de toutes les nouvelles technologies. On ne peut pas passer à l'heure actuelle à côté de la sécurité des réseaux, des systèmes d'information, à la cybersécurité. C'est un enjeu majeur pour le futur, mais déjà à l'heure actuelle. Et ça touche toute entreprise, même une entreprise qui n'aurait pas d'activité en ligne, qui ferait purement de la sous-traitance pour une autre, même très industrielle, est liée d'une manière ou d'une autre, vu tous les systèmes, à des systèmes informatiques. Alors, pour vous expliquer un petit peu très rapidement ce qu'est l'administration pour laquelle je travaille, qui est le Centre pour la cybersécurité Belgique, c'est une administration qui est sous l'autorité du Premier ministre, donc une administration fédérale, euh, qui à la fois a des missions légales et des missions tirées d'un arrêté royal, et qui vise principalement à mettre en œuvre toute la stratégie belge en matière de cybersécurité, aussi d'informer et de sensibiliser les utilisateurs, hein, c'est entre autres pour ça que je participe aussi à votre événement, de gérer tout ce qui est gestion de crise en matière de cyberincidents, la coordination entre les autorités publiques, le secteur privé là-dessus, et également tout ce qui est suivi d'incidents au niveau national et international, entre autres d'opérateurs de services essentiels dont je vous ai parlé. Et on met pour ces acteurs qui sont plus critiques, qui sont, on va dire, d'intérêt public, toute une série de mécanismes pour leur transmettre de l'information sur les menaces, sur les difficultés ou leur donner des conseils au maximum. On a aussi toute une équipe qui est peut-être connue par certains, qui est le CERT.be, donc qui est le service opérationnel technique du Centre pour la cybersécurité Belgique, et qui, eux, vont à la demande offrir une assistance technique en cas de cyberincident et, entre autres, vont intervenir là lorsque c'est vraiment des acteurs majeurs ou des crises nationales au niveau cyber. Alors, tout de suite, moi, pour vous expliquer un petit peu aussi ma situation,
qui a été très bien introduite. Mais juste pour vous dire, je ne suis pas un technicien ni un informaticien. Donc moi, j'ai une formation juridique. À la fois, je suis devenu spécialiste par la force des choses avec les matières qui m'occupent et les activités du centre, dans tout ce qui est obligation légale et de management, donc d'organisation autour de la cybersécurité, sécurité des réseaux et systèmes d'information, aussi sur tout ce qui est lié à la protection des données à caractère personnel. Et très souvent, les deux se rejoignent. Parce que la sécurité et les obligations de sécurité sont aussi inscrites dans le RGPD, et donc il y a des liens très évidents entre les deux. Et alors, je me suis occupé aussi de tout ce qui était lié à la directive Nice. Et ça, on va en parler rapidement après. Alors, le plus important ici, peut-être, c'est d'abord de commencer par quelles sont les différentes menaces qui existent. En tout cas, ici, les plus courantes ont été listées par l'Agence européenne de cybersécurité qui s'appelle ENISA, et elle citait dans les 15 plus grandes menaces en 2020, entre autres, le fait d'avoir des malwares, donc des programmes qui sont malveillants, programmes informatiques malveillants. On visait aussi le phishing, donc le fait d'aller voler des informations, usurper des identités via des emails ou des contacts frauduleux pour essayer justement de récupérer des informations, des mots de passe, des identités, etc. Toute une série d'attaques via des applications, via des systèmes connectés via Internet. On a aussi ce qu'on appelle les attaques DDoS. Ça, je vais vous expliquer un peu plus en détail de quoi il s'agit. Aussi les logiciels rançon, les ransomware, et toute une série d'autres menaces qu'on va voir un petit peu dans le détail ici après. Alors, de manière générale, dans ce qu'on appelle les malwares, donc les programmes ou les applications qui sont malveillantes, vous avez entre autres ce que vous connaissez, le cheval de Troie, les logiciels rançon. Logiciel rançon, c'est un programme qui va faire en sorte de crypter toutes les données, par exemple, d'une entreprise, de les rendre inaccessibles et de demander une rançon en l'échange des clés de décryption, donc qui permettent de récupérer les informations. Ça, c'est un problème qui est assez important et assez récurrent, mais vous avez d'autres types d'applications, que ce soit des programmes qui vont en fait traquer toutes les informations qui ont été tapées sur la tablette ou sur l'ordinateur et récupérer toutes ces informations, entre autres pour essayer d'identifier des mots de passe, des identifiants ou toute une série d'autres choses qui permettraient justement d'accéder vraiment au système, au cœur admin de l'entreprise. Alors, plus particulièrement les logiciels rançon, ils ont été très utilisés, entre autres, depuis 2016-2017. On a connu la crise WannaCry, Petya, NotPetya. Il y a eu une très grosse entreprise multinationale de logistique et de transport, Maersk au Danemark, qui a été touchée. Et tous les systèmes ont été impactés chez eux. Il y a eu un coût de presque 300 millions de dollars lié à cette attaque. Et il y a quelques cas célèbres aussi en Belgique d'entreprises qui ont été victimes de logiciels rançon. Alors, on va voir après un petit peu comment on peut prévenir ce type d'attaque ou comment on peut réagir à ce type d'incident. Mais il faut faire effectivement très attention lorsque vous voyez venir ce genre d'informations ou de problématiques, à savoir comment réagir et comment se défendre ou prévenir ce type de situation. Alors, le grand classique aussi, vous avez le phishing ou l'hameçonnage. Donc, vous recevez un email ou ça peut être même un SMS ou une autre forme de notification via une application qui vous demande soit de consulter une annexe, de cliquer sur un lien ou de répondre en transmettant l'une ou l'autre information. Il faut toujours être très vigilant avec une communication qui n'a pas été sollicitée de votre part ou de la part de l'entreprise. Donc, s'il s'agit effectivement d'une démarche qui a été accomplie par l'entreprise ou par quelqu'un de votre personnel,
effectivement, il n'y a pas nécessairement même s'il faut être prudent, c'est une démarche qui a été faite de votre part. S'il n'y a rien eu de votre part, il faut se méfier des informations qui vous sont demandées ou des actions qui sont demandées. Entre autres, si on vous demande de donner un identifiant ou un mot de passe. Alors, il faut se dire que le phishing n'est pas quelque chose qui est uniquement bête ou grossier. C'est-à-dire, vous pouvez très bien avoir des tentatives d'hameçonnage, de phishing, qui sont très élaborées et qui sont très réalistes et qui peuvent même se faire passer pour des services publics, pour des administrations, pour vraiment une entreprise avec laquelle vous avez des relations régulières et qui utilise exactement les mêmes logos, la même utilisation ou les mêmes adresses mail. Il faut se rendre compte que le phishing peut être très élaboré et que même quelqu'un de très vigilant peut tomber dans le piège. Donc, il faut être encore plus vigilant et prévoir des mécanismes en cas effectivement de phishing ou de sensibilisation à cette problématique. Alors, une autre type de fraude assez répandue, en tout cas qui a été assez répandue, c'était la fraude aux chefs d'entreprise. Et ça, je vais le développer un peu plus après parce que je vais vous montrer une petite vidéo justement sur le sujet. Donc, je vais prendre le temps de vous en parler un peu plus après. Vous avez aussi, entre autres, comme attaque, ce qu'on appelle les attaques DDoS, donc les attaques par déni de service. On fait en sorte de noyer votre réseau ou vos ordinateurs afin que ceux-ci ne peuvent plus répondre aux demandes ou vos serveurs Internet ne peuvent plus répondre aux demandes. Et comment on arrive justement à pouvoir avoir accès à vos ordinateurs ou vos réseaux, c'est en les ayant infectés préalablement. Et de par cette infection, ils sont devenus quelque part esclaves d'un commander and control, donc d'un autre ordinateur qui, lui, va être piloté de manière malveillante. Ça peut aussi être lié avec des objets connectés. Donc, des objets connectés peuvent également être détournés dans le cadre de botnets et peuvent, du coup, eux, créer, lorsqu'il y a une personne malveillante derrière, des surcharges de réseau et des blocages des systèmes ou des applications que vous utilisez. Vous pouvez aussi avoir des attaques cyber qui sont ce qu'on appelle des watering hole attacks, donc des attaques de points d'eau. C'est-à-dire que la personne malveillante va vous analyser, va voir vers quel site Internet habituellement votre entreprise ou vos employés vont, essayer de trouver des vulnérabilités sur ces sites Internet et infecter ces sites Internet avec des applications ou des codes malveillants qui vont quelque part infecter votre ordinateur. Et via cette infection, vont pouvoir télécharger certaines informations que vous avez sur votre ordinateur sans même que vous en rendiez compte. Il y a aussi des types d'attaques qui sont ciblées, mais là, en général, on parle vraiment de cybercriminalité, mais à un niveau vraiment presque de cyberespionnage par des États ou par des grandes organisations criminelles qui peuvent se permettre de cibler une entreprise particulière ou bien parfois le sous-traitant d'une entreprise importante pour justement diriger une attaque contre l'un de ses autres partenaires ou d'une autre entreprise. Et ça peut viser, entre autres, là on avait le cas important de Stuxnet, donc c'était un programme qui avait été dirigé spécifiquement pour arrêter le programme d'enrichissement de l'uranium des autorités iraniennes et qui avait été transmise à toute une série d'intervenants pour arriver enfin sur les serveurs ou les systèmes informatiques en Iran pour enfin toucher une centrale centrifuge qui elle-même a pu du coup activer le système et bloquer complètement le programme d'enrichissement d'uranium iranien. Donc on voit que des acteurs industriels, soit même intermédiaires, soit destinataires, peuvent être des victimes aussi de ce type d'attaques très ciblées et très
spécifiques à une entité particulière. Vous avez ce même type d'attaques qui ont été mises en œuvre contre des banques ou via l'envoi de liens d'attachement, des pièces, des annexes, on a pu envoyer des programmes informatiques espions qui ont pu revoler toutes des informations d'administrateurs, de login, de mot de passe, de modalités, de fonctionnement sur l'utilisateur, entre autres en enregistrant les écrans et les caméras, et qui ont pu reproduire toute une série de choses du processus interne de l'entreprise et qui ont pu voler comme ça presque des millions, voire 1 milliard de dollars. Pour parcourir très rapidement, parce que je ne vais pas faire ici un cours complet sur toutes les infractions en matière de cybercriminalité, mais les principales infractions que vous pouvez rencontrer, ça va être soit d'avoir quelqu'un externe à votre entreprise qui a accès via, par exemple, le fait que vous êtes en ligne sur l'une ou l'autre application, qui aura accès depuis l'extérieur à votre système informatique, qui n'aura pas d'autorisation. Alors, il faut bien se rendre compte ici que même si votre système informatique n'a pas de protection, et même s'il n'y a pas eu de dommages, le fait de s'introduire sans autorisation dans votre système est une infraction. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre en place des systèmes de protection, mais c'est pour vous permettre de bien comprendre la notion d'intrusion externe dans un système informatique. Vous avez l'intrusion interne, donc là, ça peut être un membre du personnel de l'entreprise ou un sous-traitant qui a des droits d'accès à votre système informatique, qui dépasse l'autorisation qu'il a reçue, et avec une intention frauduleuse ou le dessein de nuire, fait en sorte de modifier ou d'avoir accès aux informations au-delà de ce qu'il était autorisé de faire. Vous avez la violation des données informatiques. Là, on va carrément modifier, supprimer et introduire des informations sans autorisation. Vous avez le secret des communications, le fait d'intercepter justement avec certains appareils des communications non accessibles au public alors que vous n'êtes pas participant à ces conversations ou à ces communications. Et vous avez bien entendu tout ce qui est tentative, recel de ces données, mise à disposition d'outils justement pour faire ces intrusions ou ces violations qui sont punies par le code pénal. Alors, vous allez sûrement vous demander, question plus importante, face à toutes ces menaces, comment pouvons-nous préparer notre entreprise? Alors, quelques chiffres. Vous voyez qu'en termes, en tout cas, de petites et moyennes entreprises, 8 sur 10 ne sont pas assez actives en termes de sensibilisation de leur personnel, de leurs membres aux risques liés à la cybersécurité. Une bonne partie ne prévoit pas nécessairement dans leur contrat vis-à-vis de leurs partenaires ou vis-à-vis de leur personnel des clauses liées à justement la sécurité informatique. Une bonne partie aussi n'ont pas d'assurance qui les couvre face aux risques liés aux cyberincidents, alors qu'on a vu que ça peut avoir des conséquences dramatiques pour des entreprises. Certaines n'ont pas de documentation ou de règles ou de politiques internes liées à la sécurité informatique. Et donc, vous pouvez entre autres aller voir sur le site du SPF Économie, il y a un petit questionnaire lié à la cybermaturité de votre entreprise, un peu évaluer où vous vous situez par rapport à ces différentes choses. Le gros problème, c'est que une grosse partie des applications ou des systèmes qu'on utilise, et en tout cas des comportements des personnes, font en sorte que soit on vise l'opérationnel et on ne prend pas en compte suffisamment la sécurité, on ne fait pas assez de backup, on ne fait pas assez de vérification, de scanning. On pense que la cybersécurité, ce n'est qu'une question de mesures de sécurité technique. Or, ce n'est pas vrai, c'est une grosse partie aussi de mesures organisationnelles. Se préparer à une attaque, sensibiliser le personnel, faire des campagnes de phishing pour encourager les gens à être très attentifs par rapport au phishing. Il y a une bonne partie de choses qui peuvent être faites qui ne sont pas uniquement des mesures purement techniques.
Alors, je voudrais vous montrer une petite vidéo ici qu'on avait faite pour notre campagne en 2016 pour faire en sorte, ou en tout cas sensibiliser les gens à se rendre compte que le comportement qu'on a vis-à-vis des outils informatiques et d'Internet, ben, il devrait être assez similaire de ce qu'on fait dans la vie réelle et pas comme ici, de ne pas prendre en compte justement les aspects protection et sécurité. Chaque jour, plus de 6 millions de Belges aident les cybercriminels sans le savoir. Et vous? Faites le test sur safeonweb.be. Voilà. Donc ça, c'est l'une des petites vidéos de sensibilisation qu'on a faites au cours de notre campagne en 2016, mais il y en a encore d'autres que je vais vous présenter aussi un peu plus loin. Une première mesure à mettre en place pour faire face à ces menaces en matière de cybersécurité, c'est de prendre des mesures organisationnelles et techniques. C'est-à-dire avoir une politique, une ligne directrice par rapport à la sécurité des réseaux, des systèmes d'information. Alors, vous pouvez trouver une source d'information et d'inspiration dans le guide qui a été élaboré par le CCB, qui est disponible avec le lien ici, et vous pourrez aller le voir plus en détail. On vise justement les actions. Alors, vous avez les actions basiques et puis les actions plus avancées qui vous permettent justement de vous protéger, vous prémunir par rapport aux menaces liées à la cybersécurité. Entre autres, si vous prenons ici la question de la gestion des accès des identités, eh bien, vous avez toute une série de mesures, de choses qui vous sont proposées de mettre en œuvre pour justement être prêt en cas d'incident et pour prévenir ce type d'incident. Alors, bien entendu, à côté des mesures organisationnelles, vous avez besoin de mesures techniques. Si vous avez toute une liste, entre autres, de mesures techniques qui peuvent être mises en place, mais l'objet ici de la présentation n'est pas de vous donner toutes les mesures particulières, sachant que la sécurité justement informatique et des systèmes, elle est liée entre autres à chaque système et chaque opérateur ou organisation. Il est impossible de pouvoir vous dire toutes les mesures que vous devriez mettre en place. Mais voici ici une petite vidéo. Ce webinaire fait partie d'une série sur l'attitude à adopter en cas de cyberincident. Dans cette partie, nous évoquerons la préparation. Comment se préparer à une cyberattaque? Nous espérons que cela ne vous arrive jamais, mais vous risquez d'être un jour victime de hacking. Une cyberattaque génère du stress et de la panique. Il convient donc d'élaborer un cyberplan d'urgence. En cas d'incident, ce plan vous aide à ne pas perdre de temps, réagir rapidement à l'attaque, éviter que les informations importantes ne disparaissent, communiquer clairement avec toutes les parties prenantes. Le cyberplan d'urgence ne doit pas nécessairement être très long, mais il doit énumérer les principales actions à entreprendre pour avoir une bonne base de travail lors d'une crise. Rédigez le plan et conservez-en une copie papier au cas où vous n'avez plus accès à vos ordinateurs. Que faut-il intégrer dans un cyberplan d'urgence? Les rôles et les responsabilités des membres de votre équipe avant tout, mais aussi une liste de personnes à contacter. Les phases d'un incident et les étapes à suivre doivent également y être spécifiées. Commencez donc par répartir les rôles et les responsabilités et veillez à ce que tout le monde connaisse son rôle à l'avance. Les équipes ou rôles suivants sont utiles. Une équipe de gestion de crise qui prend les décisions importantes, coordonne et répartit les tâches. Elle peut également s'occuper de la communication interne et externe. Cette équipe se compose du PDG et de sa direction. Elle peut également être complétée par un juriste ou un responsable de communication par exemple.
En cas de crise grave, il peut s'avérer utile de faire appel à une agence de communication spécialisée. Une Incident Response Team, qui analyse l'incident et définit la réaction à adopter, a également un rôle important à jouer. Demandez-vous au préalable si votre propre service informatique peut s'en charger ou s'il vaut mieux sous-traiter ces tâches à un partenaire informatique externe ou à un partenaire occasionnel. Une Recovery Team qui veille à ce que vous soyez à nouveau opérationnel rapidement. Ce rôle relève de la responsabilité du service informatique, mais ce dernier peut également avoir besoin d'aide. En fonction de la taille de votre organisation, chaque équipe se compose de plusieurs personnes ou d'une seule qui assume plusieurs rôles. Attention, les intérêts de bien se mettre d'accord au préalable sur la réponse, la récupération et la communication pour éviter les discussions pendant l'incident. Élaborez un plan B au cas où un membre de votre équipe est absent ou en vacances. Désignez également un responsable pour les incidents qui se produisent en dehors des heures de bureau, car une attaque peut survenir à tout moment. Insérez dans votre plan une liste à jour des personnes à contacter pour vous aider. Conservez également les numéros de téléphone et les adresses e-mail sur papier. La prochaine étape de la préparation consiste en l'énumération des points d'attention de chacune des 3 phases d'un incident. Les phases en question sont la phase de découverte et d'identification, la phase de réaction et de signalement, la phase de réparation et de limitation des dégâts. Au cours de la phase de découverte et d'identification, vous essayez de déterminer exactement ce qu'il s'est passé lors de la détection de l'incident. En tant que PDG, c'est à ce moment-là qu'il faudra réunir l'équipe de gestion de crise et faire appel à l'Incident Response Team. Vous pouvez vous préparer à cette phase en veillant à être en mesure de détecter l'incident. Cela peut se faire notamment en conservant les logs. Pour plus d'infos à ce sujet, regardez la vidéo sur le monitoring et le logging. Vous pouvez également investir dans des outils qui effectuent cette détection à votre place. Un pare-feu et un antivirus de qualité forment déjà une bonne base. Vous pouvez également vous informer auprès d'un spécialiste en informatique pour déterminer vos éventuels besoins en logiciels de prévention et de détection d'intrusion et en outils de sécurité et de suivi d'incidents spécifiques. Un système d'exploitation bien configuré s'occupe déjà de toute une série de mesures de sécurité et vous informe d'une intrusion. Renseignez-vous au sujet des options de sécurité de votre fournisseur de services cloud. Tout incident détecté implique une réaction appropriée. Pour plus d'infos à ce sujet, nous vous conseillons de consulter la partie « Arrêter une attaque ». Essayez de vous y préparer en parcourant déjà les différentes étapes. Lors de cette phase, essayez de signaler un maximum de choses et d'enregistrer des preuves. Si l'incident est grave, vous pouvez ainsi vous servir de ces informations au tribunal. Lors de la phase de réparation, vous déterminez comment cet incident a pu survenir. En déterminant la cause de l'incident, vous pouvez réparer vos systèmes, les reconfigurer et installer des patchs pour éviter que l'incident ne se produise à nouveau. Entraînez-vous surtout à reconfigurer vos systèmes à l'avance. Veillez à disposer d'un backup actuel et exploitable. Lors de cette phase, c'est la Recovery Team qui prend la main. La communication avec les collaborateurs, les clients touchés et le monde extérieur est très importante. Vous pouvez rédiger des modèles à l'avance et déterminer à qui vous les enverrez et par quels moyens de communication. Une cyberassurance peut intervenir dans les frais d'un incident. Ayez bien à l'esprit que chaque police d'assurance est différente et que certaines ne prévoient une intervention que dans certains cas spécifiques. Maintenant que vous disposez d'un plan, tenez-le à jour et mettez-le régulièrement à l'épreuve. N'attendez pas d'être confronté à un incident pour voir comment il fonctionne. Utilisez pour ce faire un scénario réaliste d'un incident vraisemblable. Sur le site internet du Centre pour la cybersécurité Belgique et de la Cyber Security Coalition, vous trouverez un guide détaillé pour vous aider dans la préparation à un incident. La leçon du jour, rédigez un cyberplan d'urgence dans lequel vous fixez les rôles et les responsabilités, spécifiez sur papier une liste de contacts et déterminez les tâches les plus importantes à chaque phase. Tenez le plan d'urgence à jour et mettez-le régulièrement à l'épreuve. En cas de crise, un bon cyberplan d'urgence vaut de l'or. Voilà. Alors, je pense que c'était quand même important de présenter cette petite vidéo. Vous pouvez retrouver énormément aussi d'informations dans le Baseline Information Security Guidelines. Ce sont les recommandations faites par le CCB, entre autres aussi pour le secteur public, mais qui valent aussi bien entendu pour les entreprises privées.
qui inclut entre autres aussi les aspects liés à la protection des données à caractère personnel. Vous avez une brochure qui a été faite par le CCB avec toute une série de points de contrôle pour les PME. Et le SPF Economy a également fait un petit manuel sur la préparation justement des entreprises par rapport à la cybersécurité. Un bon conseil, c'est de pouvoir, lorsqu'on évalue son système de management de la sécurité de l'information, pouvoir entre autres utiliser des cadres normatifs qui existent. Vous avez les cadres notamment des normes ISO, ISO 27000, la famille ISO 27000 et ISO 27001 entre autres. Vous avez les frameworks NIST et vous avez aussi, par exemple, pour des mesures plus techniques, plus pratiques, les syscontrols qui sont aussi des bonnes références de cadres pour la mise en place justement de la sécurité informatique. Vous avez ici un petit aperçu de tout ce qui est dans le cadre des normes ISO et de la famille ISO 27000, toutes les types et éléments de sous-normes qui sont impliqués. Pour la partie prévention, entre autres, spécifique sur certaines thématiques, nous avons sur notre site internet ou le site du CERT.be, qui est notre équipe technique, des documents, de la documentation pour, entre autres, prévenir les impacts des logiciels rançon. Entre autres, dans les mesures de prévention qu'on recommande, il y a la protection des machines, des systèmes vis-à-vis des réseaux, vis-à-vis des emails, le fait de faire des mises à jour, de faire des sauvegardes, d'avoir certaines mesures par rapport à l'accès à distance de vos systèmes, des procédures de sensibilisation, de surveillance ou de gestion des droits. Vous avez aussi des outils de déchiffrement des logiciels rançon qui existent. En tout cas, ceux qui sont connus, les outils de déchiffrement, sont repris dans un site qui est une initiative, entre autres, avec Europol, qui est nommoreransom.org, qui peut toujours être très utile à consulter en cas d'incident lié à un ransomware. Pour la fraude aux chefs d'entreprise, vous avez toute une série de mesures qui peuvent être mises en place pour le prévenir. Alors, donc, pour vous expliquer ce qu'est une fraude aux chefs d'entreprise, j'ai également une petite vidéo. Donc, comme je vous l'expliquais, c'est lorsque une personne malveillante va faire en sorte d'essayer de faire une pression sur l'entreprise ou son service comptable ou financier pour faire opérer des paiements qui seraient faits de manière frauduleuse. Ah, j'ai été trop vite. Vous verrez, elle est assez courte. Ce webinaire porte sur la prévention de cyberattaques. Dans cette vidéo, nous vous expliquons ce qu'est la fraude au CEO, comment la reconnaître et comment s'en prémunir. La fraude au CEO est une tentative de fraude lors de laquelle les fraudeurs dupent les collaborateurs qui ont accès aux comptes bancaires. J'ai été étonné d'apprendre que des pirates informatiques envoyaient des emails au nom du directeur demandant d'effectuer un paiement en urgence. Quel est leur mode opératoire ? Les escrocs tentent d'abord de récolter un maximum d'informations sur mon entreprise, mes collaborateurs et même sur ma vie privée. Ils cherchent à connaître les clients et fournisseurs avec qui nous travaillons régulièrement, les collaborateurs habilités à effectuer des paiements importants, et comment se déroule notre procédure de paiement. Avec toutes ces informations, les fraudeurs sont prêts à passer à l'action. Ils bombardent mes collaborateurs d'emails dont je semble être l'expéditeur, soit en piratant mon compte, soit en falsifiant ou en usurpant mon adresse email. Le fraudeur exige alors que le paiement soit effectué le plus rapidement possible et en toute confiance. Un collaborateur qui s'exécute verse donc l'argent sur le compte bancaire de l'escroc. Sommes-nous impuissants face à cela ? Heureusement non. Je peux former mes collaborateurs pour qu'ils reconnaissent et évitent la fraude au CEO. Après avoir lu une brochure sur le sujet, nous avons mis en place une procédure de contrôle des paiements. Désormais, nous respectons toujours les instructions suivantes.
Discutez entre vous des informations sensibles avant de les échanger par email. Vérifiez si toutes les adresses email sont correctes. Communiquez uniquement en interne les procédures de paiement et faites éventuellement approuver la transaction de montant élevé par plusieurs personnes habilitées. Soyez toujours vigilant lorsque les emails contiennent par exemple une demande inhabituelle, une demande de paiement urgent ou très floue. Lorsque la procédure n'est pas conforme à nos habitudes ou à notre procédure de paiement. Si le compte bancaire fourni ne nous est pas connu ou si les données de paiement standard ont soudainement changé. Et il y a encore d'autres astuces. Ne cliquez jamais sur des pièces jointes ou des liens dans des emails qui vous semblent suspects. Protégez vos réseaux sociaux. Certains pirates surveillent les réseaux sociaux pour savoir quand la direction est en vacances. Ils agissent quand je ne suis pas dans les parages. J'ai tout de suite modifié les paramètres d'identité de mes comptes sur les réseaux sociaux et je réfléchis désormais avant de publier sur les réseaux sociaux. Mais que faire si vous avez tout de même été victime d'une fraude au CEO? Il ne sert à rien de pointer du doigt vos employés. Certains fraudeurs sont intrépides et personne n'est infaillible. Prévenez votre banque le plus rapidement possible pour stopper le paiement. Déposez plainte à la police et transférez l'email frauduleux à suspect@safeonweb.be. Que retenons-nous de la fraude au CEO? Vérifiez l'authenticité de l'email auprès de l'expéditeur d'une autre façon que par l'adresse email habituelle. Convenez de procédures de paiement efficaces au sein de votre entreprise. Prévenez les autorités compétentes et la police si vous êtes victime. Alors voilà, ça c'était pour la fraude au CEO. On a aussi toute une série, entre autres avec l'actualité, de mesures de recommandations qu'on donne par rapport à l'utilisation des outils informatiques, entre autres en matière de télétravail et de mesures qui peuvent être prises en compte ou surveillées dans le cadre du travail à la maison de vos employés, hein, de bien sécuriser, en tout cas de veiller à l'utilisation des accès sur votre réseau via un VPN, de faire en sorte qu'il y ait bien parfois des modes d'authentification multiples. Ça, on va voir entre autres que c'est l'objet de notre campagne cette année-ci, d'encourager les gens d'avoir des modes d'identification multiples pour accéder au système, d'être bien sûr que sur les outils informatiques qui sont utilisés par le personnel, ben, il y a des antivirus, des pare-feux, etc. Et un système, entre autres, pour verrouiller l'ordinateur, ne pas laisser d'informations confidentielles ou des mots de passe et autres facilement accessibles. Alors, une autre grande problématique, c'est celle, ben, comme je vous ai évoqué, du phishing. Hein, faire en sorte de bien identifier tous les messages, de savoir si c'était attendu ou pas, s'ils peuvent éveiller la curiosité en fonction du titre, en fonction de l'expéditeur. Il faut bien se rendre compte que l'intitulé du nom d'une personne qui nous apparaît sur un mail est quelque chose qui est produit par l'expéditeur du mail. Donc, vous pouvez très bien voir une personne, enfin un mail qui arrive de Monsieur Dubois, alors que derrière ça, l'adresse mail n'a rien à voir du tout avec Monsieur Dubois, mais simplement le nom qui s'affiche, lui, peut être tout à fait programmé ou contrôlé par la personne qui envoie le mail. Donc, ça n'est en aucun cas un indice de la personne qui vous a vraiment envoyé. Donc, la meilleure chose, c'est de toujours vérifier l'adresse mail derrière et dès qu'elle vous semble suspecte ou particulière, ben, de ne pas donner suite à cet email en tout état de cause et de nous l'envoyer aussi auprès de safeonweb.be. Je vais vous montrer l'adresse mail pour l'envoi des mails de phishing. Vous pouvez aller faire sur notre site internet SafeOnWeb le test. Hein. Il y a un test qui permet de pouvoir tester les réflexes en matière de phishing, donc de voir comment les gens peuvent essayer d'identifier les choses qui paraissent suspectes sur le message et dès lors qu'il y a quelque chose de suspect, de faire en sorte de l'envoyer à suspect@safeonweb.be.
parce que grâce à ça, nous, on récolte des bases de données sur toute une série de types de mails de phishing, et ça nous permet soit de le renseigner, de le transmettre aux autorités de police, soit de faire en sorte de bloquer, s'il y a des URL qui sont malveillantes, on peut faire en sorte de prendre des démarches en tant que pouvoir public pour faire bloquer ces URL. Alors bien entendu, c'est une course infinie puisque les cybercriminels vont toujours ramener de nouvelles URL, nouveaux liens pour faire leurs tentatives, mais au moins celles qu'ils auraient déjà utilisées, on peut les neutraliser et les bloquer. Donc je vous invite, lorsque vous recevez au sein de votre organisation des mails suspects ou de phishing, de faire en sorte de les transférer par mail, donc pas les ouvrir, ou en tout cas pas cliquer sur les pièces jointes, les liens, etc., mais simplement les forwarder à suspect@safeonweb.be. Vous pouvez également faire sur notre site internet safeonweb.be certains autres tests sur mode de questionnaire pour voir un petit peu où vous vous situez dans les connaissances, ou en tout cas où votre personnel se situe dans ses connaissances en matière de sécurité informatique. Une des grosses problématiques que l'on a, c'est de s'assurer que les personnes sont bien authentifiées. Donc, c'est la problématique des mots de passe, des modes d'accès, etc. Entre autres, c'est l'un de nos chevals de bataille cette année dans notre campagne nationale de cybersécurité, c'est de faire en sorte que les gens à la fois utilisent des mots de passe qui soient les plus élaborés, les plus complexes. Donc, par exemple, plutôt que d'utiliser un mot de passe basique, il vaut mieux utiliser un mot de passe où vous avez des caractères spéciaux, où vous avez des chiffres, des lettres, en petit, en grand, avec le plus de caractères possible. C'est pour ça que si jamais vous devez choisir un mot de passe, un petit conseil, faites en sorte d'utiliser une phrase mot de passe que juste un mot, puisque comme ça, on multiplie le nombre de caractères. Et à la limite, au début de ce mot de passe, vous utilisez un caractère spécial, une parenthèse, un pourcentage, un point d'exclamation, enfin quelque chose qui peut du coup utiliser un caractère spécial aussi. Maintenant, au-delà même des mots de passe, et on sait que c'est un problème récurrent, puisqu'il y a tellement de mots de passe qu'au final, on ne s'en souvient plus, ou on les perd, ou c'est très difficile à gérer. Vous avez d'une part des programmes qui sont des gestionnaires de mots de passe. Donc, par exemple, vous avez KeePass qui existe et qui vous permet en fait de n'utiliser qu'un mot de passe pour accéder à ce petit programme qui est bien sécurisé et qui, lui, enferme tous vos mots de passe pour éviter justement de devoir retenir un nombre incalculable de mots de passe. Au moins, vous avez ce gestionnaire de mots de passe qui, lui, vous avez un mot de passe pour y accéder et puis là, vous avez tous les autres mots de passe qui sont stockés à ce niveau-là et qui peuvent être utilisés après pour vos applications. Et il y a même la version qui peut être utilisée sur un smartphone ou qui peut être utilisée lorsque vous allez sur votre browser navigateur Internet. Alors ça, c'est un élément. Alors si on se rend compte du top 30 des mots de passe les plus utilisés en Belgique, on peut se rendre compte qu'ils ne sont pas les plus sécurisés. Et que malgré le fait qu'on dit de ne pas mettre un 2, 3, 4, 5 ou AZERTY ou simplement mot de passe ou des noms standards, malgré ça, ça reste encore énormément de mots de passe qui sont utilisés, qui ne sont pas du tout élaborés ou sécurisés. Mieux encore, la solution, c'est de faire en sorte d'avoir une authentification à plusieurs facteurs. C'est ce qu'on appelle soit à 2 facteurs ou à plus de 2 facteurs. C'est faire en sorte qu'en plus d'avoir un mot de passe ou un code PIN, on vous demande également de répondre, par exemple, à un coup de fil téléphonique qui vous est fait. Donc, vous rentrez votre mot de passe, mais en plus de ça, le système va appeler votre GSM et vous allez avoir une opératrice ou un code sur votre GSM qui vous sera demandé de valider ou de confirmer, qui permet de vérifier qu'effectivement, si on a volé votre login et votre mot de passe, en plus, il faudrait que le criminel ait également cet autre moyen de vous communiquer qui est votre GSM ou une autre application pour pouvoir accéder à votre compte. Donc, c'est une mesure supplémentaire encore de sécurité.
Alors, ça peut être également via l'empreinte digitale, le visage, l'iris, etc. Donc, il y a plusieurs éléments qui peuvent être utilisés en tant que facteur d'authentification à deux ou multifacteurs. Donc, le thème de notre campagne de sensibilisation cette année, c'est de dire que les mots de passe, c'est dépassé. Ce qu'il faut, c'est faire en sorte d'avoir un outil de multi-authentification qui soit efficace. Alors, je vous passe notre petite pub de campagne. Oyer du château, j'aimerais accéder à votre compte. Mot de passe. 1, 2, 3, 4. Mais tout le monde l'emploie, ça. Donnez-nous un mot de passe fort, avec des majuscules et des chiffres. Faites avec F majuscule, entrée de chevalier, 1, 2, 3, 4. Et les caractères spéciaux, non. Faites avec F majuscule, entrée de chevalier, 1, 2, 3, 4, arrobase, underscore, slash, slash, virgule, point d'exclamation, point d'interrogation. Morte couille. Allez, Polester. On va. Les mots de passe, c'est dépassé. Protégez vos comptes avec l'authentification à 2 facteurs. Plus d'infos sur cfonweb.be. Mot de passe. Bienvenue. Alors, je vous conseille aussi d'aller voir les différentes vidéos, dont certaines ici que j'ai pu partager avec vous, qui sont des vidéos de sensibilisation qui sont libres et gratuites d'utilisation au sein de votre organisation pour justement conscientiser les travailleurs sur les différentes problématiques, entre autres sur le phishing, sur la fraude au CIO, aussi sur les règles liées au RGPD, etc. Il y a toute une série de vidéos que vous pouvez aller voir et qui sont gratuites d'utilisation et que je vous encourage à diffuser au sein de votre entreprise. Dans la question liée au règlement général à la protection des données à caractère personnel, je voulais faire une petite parenthèse liée entre autres avec l'actualité, parce que ça concerne, je pense, énormément d'entreprises et de responsables de traitement en Belgique et en Europe. C'est le fait que depuis un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, l'arrêt Schrems II, la Cour de justice condamne le fait de transmettre des données à caractère personnel vers les États-Unis, dès lors qu'aux États-Unis, il y a un accès qui est possible par les autorités, je vais venir ici, les autorités américaines, entre autres de renseignement. La Cour de justice estime qu'on ne peut pas transférer des données à caractère personnel si on ne s'appuie pas sur des mesures supplémentaires qui sont essentiellement des mesures techniques. Alors, je reviens ici légèrement en arrière. Quand est-ce qu'on peut faire un transfert de données à caractère personnel en dehors de l'espace économique européen? Alors, il faut avoir une base légale. Ça peut être soit une décision d'adéquation de la Commission européenne, soit des clauses types, ce qu'on appelle les clauses types standards, les règles contraignantes d'entreprise ou alors des dérogations pour certaines situations particulières, mais qui sont très limitées et d'usage non répétitif. Ici, la décision principale de la Commission européenne vis-à-vis des États-Unis, qui s'appelait le Privacy Shield, a été justement annulée, invalidée par la Cour de justice, au motif justement que les autorités américaines avaient légalement le droit d'accéder aux informations par toute une série de législations américaines et sans qu'il y ait de contrôle d'un juge. Alors, il faut bien prendre en compte que la notion de transfert de données à caractère personnel, elle vise à la fois le fait de transmettre physiquement sur des serveurs en dehors de l'espace économique européen des données, mais aussi le fait que votre sous-traitant pourrait aussi accéder, ne fût-ce que pour des questions de maintenance ou de mise à jour de votre système, s'il accède depuis l'étranger à votre système informatique et à vos données à caractère personnel, il y a un transfert de données, puisque le simple fait de consulter des données
est un traitement et que donc, si quelqu'un ne fût-ce que a accès ou consulte vos données depuis l'étranger, il est dans un cas de transfert international de données à caractère personnel. Et entre autres, pour les États-Unis, ça peut être problématique. Alors, le cas spécifique de M. Schrems, c'est un citoyen autrichien qui avait attaqué Facebook au motif que Facebook partageait avec Facebook États-Unis ses données à caractère personnel, sans qu'il y ait des garanties légales qui évitent entre autres que les autorités américaines aient accès également à ces informations, puisqu'il y a différentes législations, entre autres le FISA et le Cloud Act, qui permettaient justement aux autorités américaines d'accéder à ces données. Alors, l'autorité de protection des données en Irlande, qui a été saisie d'une plainte par M. Schrems, a saisi la Cour de justice qui a tranché la question et a indiqué que, effectivement, le Privacy Shield, donc la décision d'adéquation de la Commission européenne, était invalide, était contraire au RGPD et à la Charte fondamentale des droits dans l'Union européenne. Elle dit que donc l'expéditeur doit effectuer chaque fois une analyse préalable de la législation du pays de destination. Donc ça vaut pour tous les pays. Il faut voir si effectivement, au-delà juste des clauses contractuelles qu'on prévoit, est-ce que le droit du pays en question où on transfère n'interdit pas ou n'est pas contradictoire avec les exigences du RGPD, ce qui est le cas des États-Unis. Et la seule solution pour contrecarrer ça, c'est de prendre alors des mesures complémentaires. Il y a une recommandation qui vient de paraître la semaine passée du Comité européen de protection des données qui dit que vous avez uniquement des mesures techniques supplémentaires qui peuvent être mises en œuvre pour vous permettre de continuer à transférer des données vers les États-Unis. Entre autres, vous avez le fait que s'il y a une encryption des données ou alors une pseudonymisation des données, ben là, vous avez des mesures de protection qui font en sorte que votre sous-traitant même américain, ben, il n'a pas accès au contenu des données à caractère personnel que vous transmettez ou que vous transférez avec lui. Alors, quand je parle de sous-traitant, ça peut être entre autres simplement le fait que vous utilisez un Office 365 de Microsoft ou le fait que vous utilisez un outil de cloud qui implique effectivement que le prestataire américain, si les données ne sont pas garanties d'être localisées uniquement en Europe et qu'il n'y ait pas d'accès même pour la maintenance depuis les États-Unis, vous n'avez pas de garantie justement que ce transfert est fait de manière légale et de manière sûre. Mais donc ici, la solution, ce sont des mesures techniques de sécurité qui peuvent être mises en place. Ça, vous avez ici une petite explication de la méthodologie, connaître les transferts. Évidemment, il faut savoir ce qu'on a comme transfert, sur quelle base légale elles reposent, voir si les garanties qui existent sont suffisantes et s'il ne faut pas justement des mesures supplémentaires efficaces et entre autres techniques, et après vérifier qu'elles sont mises en place et réévaluer régulièrement. Donc, comme je vous ai dit, il y a le chiffrement. Donc, c'est le fait d'encrypter les données, ça peut être une solution. Ce ne sera pas une solution, par exemple, pour des outils applicatifs, puisque si vous allez dans le cloud et que vous avez besoin d'une partie applicative, vous ne pouvez pas faire un chiffrement des données, sinon ça ne va pas fonctionner. Mais vous pouvez faire la pseudonymisation des données, donc vous pouvez faire en sorte que les données, on ne puisse pas les relier à une personne identifiée, ou alors de fractionner les données entre vos sous-traitants, ce qui fait en sorte que votre sous-traitant n'a pas connaissance de l'ensemble des éléments qui lui permettent d'identifier une personne ou des données à caractère personnel. Alors, ce que je vous encourage aussi à faire et à aller voir, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est d'aller voir le site de la Cyber Security Coalition. Donc, c'est la coalition en matière de cybersécurité. C'est une ASBL qui inclut à la fois des entreprises privées, des entreprises publiques et d'autres organisations, et qui vise justement à sensibiliser à la cybersécurité et offre toute une série de groupes de travail, de matériel pour aider les entreprises à combattre la cybercriminalité et à mettre en œuvre des mesures de cybersécurité. Entre autres, vous pouvez retrouver des outils gratuits de sensibilisation qui existent sur leur site Internet pour aider justement les entreprises avec les mesures de base,
faire des scans, faire toute une série de kits de sensibilisation pour votre personnel. Un autre aspect important aussi pour les entreprises, c'est au-delà des mesures de sécurité qui sont mises en place et organisationnelles, ce qui peut être une bonne mesure, c'est de faire en sorte d'avoir une politique sur le site Internet qui permet en fait aux hackers éthiques, c'est-à-dire les personnes qui sont bien intentionnées, qui auraient consulté ou qui auraient vu en utilisant vos systèmes ou vos produits des failles, des vulnérabilités, de mettre en place une procédure pour qu'ils puissent vous avertir, vous prévenir. À partir du moment où vous mettez une telle politique sur votre site Internet, ça permet à la fois à la personne qui vous transmet ces informations de ne pas être dans une situation éventuelle d'accès illicite ou non autorisé à votre système informatique et permet effectivement pour vous d'avoir les informations liées aux vulnérabilités. Et à défaut, de demander ou de solliciter l'intervention d'un tiers. Donc, dans votre politique de divulgation coordonnée des vulnérabilités, vous pouvez avoir un tiers qui est désigné ou une plateforme de hacking éthique qui existe aussi, entre autres en Belgique. Ces entités-là peuvent vous aider. Donc, vous avez ici l'exemple d'une entreprise qui a publié une politique de divulgation responsable sur son site Internet, qui a effectivement dit que si quelqu'un trouve une vulnérabilité, elle peut le renseigner et le transmettre à l'entreprise et qu'il n'y aura pas de mesures contre cette personne qui a de bonnes intentions, tant qu'elle respecte bien entendu les conditions de la politique. Si elle ne respecte pas les conditions de la politique et toutes les mesures ou les limitations que vous avez mises, ben, à ce moment-là, ça devient un cybercriminel et là, vous pouvez entamer des poursuites contre lui. Le participant va trouver une vulnérabilité, va le transmettre à l'organisation responsable, qui elle-même va faire ses recherches, éventuellement avec l'aide d'un tiers ou d'une autre entreprise, trouver une solution et prévenir à la fois ceux qui utilisent ces applications ou ce système, déployer une solution, informer si nécessaire le Centre pour la cybersécurité et à ce moment-là, via parfois un coordinateur qui peut être ici le Centre pour la cybersécurité par défaut, mettre fin ou en tout cas trouver une solution à une vulnérabilité sur le système. Ça peut être entre autres sur le système informatique de commande de l'entreprise, par exemple. Vous pouvez également avoir la même configuration, mais avec un prestataire intermédiaire, notamment une plateforme de hacking éthique, qu'on appelle aussi des plateformes de bug bounty. Bon, le principe du bug bounty, c'est que vous faites en sorte d'avoir une politique de divulgation responsable ou coordonnée des vulnérabilités, qui en plus prévoit une prime pour ceux qui trouvent des vulnérabilités. Bien entendu, vous fixez vous-même les conditions, le montant et la procédure à suivre pour ce faire. Vous pouvez bien entendu encadrer le budget que vous allouez pour ça, mais on s'est rendu compte que ça permet d'obtenir de bien meilleurs résultats que faire appel à des pentests par des entreprises privées ou des grandes entreprises d'audit, par exemple. Alors, vous mettez effectivement via cette plateforme de hacking éthique, ici, il y a une entreprise belge qui est leader presque au niveau européen en la matière, qui s'appelle Integrity, et qui propose donc sur son site Internet d'avoir toute une série d'entreprises qui ont une politique de bug bounty. Et donc, s'il y a une faille, une vulnérabilité qui est trouvée sur ces systèmes-là, eh bien, elle va renseigner cette vulnérabilité à l'organisation. Elle va gérer tous les aspects administratifs et de communication avec le chercheur et offrir aussi son support et sa connaissance informatique sur le sujet et faire en sorte que l'organisation responsable puisse plus facilement trouver des vulnérabilités qui ont été validées par ce prestataire intermédiaire et développer une solution, la déployer et alors à ce moment-là offrir la récompense qui a été promise dans le cadre du bug bounty. L'avantage justement d'adopter ce type de programme, c'est que ça permet d'avoir un très grand nombre de chercheurs ou d'experts de bonne volonté qui participent plutôt qu'un expert ou deux experts dans le cadre d'un pen-test. Ça permet une plus grande flexibilité de mise en œuvre.
il n'y a pas nécessairement une augmentation significative du risque d'action malveillante, puisque dès le moment où quelqu'un participe à ce genre de programme, ben, il doit s'identifier. Et s'il doit s'identifier… attendez, vous permettez un instant ? Voilà, donc ça permet justement d'avoir la mise en œuvre justement de toutes ces mesures de sécurité de manière beaucoup plus efficace. Ça n'augmente pas de manière significative le risque d'action malveillante parce que la personne doit s'identifier, doit donner par exemple des informations bancaires et autres. Et donc, les gens qui participent généralement à ces programmes, il y a très peu de retours d'actions malveillantes ou criminelles et ils savent très bien que dès le moment où ils dépassent le cadre qui est fixé, ben, ils peuvent être poursuivis et ils sont considérés comme cybercriminels. Il faut se rendre compte qu'il y a vraiment des gens à titre professionnel qui ont pour activité d'être hackers éthiques et donc ils vivent grâce aux primes qui leur sont transmises. Donc, c'est un cas tout à fait légal et autorisé. Ça permet aussi de prouver le respect de ses obligations légales vis-à-vis de toute une série de normes de sécurité informatique, entre autres le GDPR. Je pense aussi à NIS, eIDAS, PSD2, responsabilité générale des entreprises. Ça permet d'être préventif plutôt que réactif par rapport à une situation, faire en sorte de prévenir un incident avant qu'il n'arrive. On garantit la confidentialité et la proportionnalité des actions de par justement les conditions contractuelles qui sont mises dans la politique. Et ça permet aussi d'avoir un budget assez bien contrôlé puisque seules les découvertes ou les vulnérabilités qui seraient découvertes par un chercheur seraient payées. Donc, par exemple, si vous créez votre programme et que vous fixez un certain montant, si on découvre une vulnérabilité et que personne ne découvre rien, ben, vous n'avez rien à payer aux chercheurs. Voilà, ils ne sont payés que s'ils trouvent quelque chose. Et ça permet aussi d'avoir le soutien de la plateforme de Bug Bounty ou du coordinateur pour vous aider à mettre en place cette politique. Alors, je ne peux que vous conseiller également de vous tenir à jour, de vous tenir informé, entre autres des conseils techniques. Il y a des conseils techniques qui sont donnés régulièrement sur notre site internet, www.cert.be. Et là-dedans, vous avez des conseils à la fois sur les rapports, les guides, les avis, etc., les alertes, les vulnérabilités qui sont données. Pour le matériel de campagne, chaque année, donc, le Centre pour la cybersécurité fait au mois d'octobre, qui est le mois européen de la cybersécurité, une campagne de sensibilisation qui est soutenue entre autres par la Cyber Security Coalition. Vous devez sans doute les voir aussi sur les terminals de banque contact dans les différentes banques. Quand vous allez retirer de l'argent, ben, vous voyez entre autres une partie des publicités qui sont faites pour notre campagne pour sensibiliser d'une part, par exemple ici, à faire vos backups de manière régulière, à penser 2 fois avant de cliquer sur un lien, faire attention aux messages qui sont suspicieux de phishing, et entre autres cette année sur le fait d'activer plusieurs facteurs d'authentification sur votre système. Un autre site internet important à regarder, en tout cas pour vos équipes informatiques, c'est le site de l'ENISA, donc l'Agence européenne en matière de cybersécurité, puisqu'elle publie régulièrement toute une série de guides et de recommandations sur ce qu'il faut mettre en œuvre pour la sécurité informatique et entre autres avec certaines études et menaces plus actuelles. Si vous êtes confronté à un incident, peu importe le statut de votre entreprise, vous pouvez toujours le signaler auprès de notre équipe technique, au CERT. Bien entendu, dans les priorités, ce sont les organismes d'intérêt public ou qui sont essentiels
aux services essentiels, justement, hein, transport, énergie et autres, qui passent avant, mais vous pouvez toujours faire appel à nos équipes ou signaler un incident ou un message suspect, etc. Vous pouvez remplir un formulaire de signalement à ce propos. Vous pouvez également, comme lien utile, je vous ai repris ici, si vous êtes victime d'une arnaque ou si vous voulez signaler une arnaque liée à des outils online, vous pouvez faire appel aussi au point de contact du SPF Économie, hein, pointdecontact.belgique.be. Et vous pouvez aussi retrouver toute une série d'informations juridiques en matière de commerce électronique sur le site du SPF Économie, infoshopping.be.